Un fermier ruiné a accueilli une mère célibataire avec 2 enfants qui demandaient refuge dans sa ferme. Mais un jour, en revenant de voyage, il a éclaté en larmes en voyant ce qu'ils avaient fait à sa plantation. Étienne Moreau avançait, d'un pas lourd sur le chemin de terre qui menait à sa ferme. Le vent de Normandie, humide et chargé du parfum âpre de la terre, semblait murmurer autour de lui, comme pour partager son fardeau invisible. Ses bottes s'enfonçaient mollement. Dans le sol meuble, vestige des pluies récentes qui n'avaient fait qu'ajouter aux difficultés. Devant lui, la silhouette fatiguée de la ferme familiale se découpait dans le crépuscule, chaque poutre usée et chaque tuile déplacée racontant une histoire d'abandon progressif. Cela faisait plusieurs années que la chance avait déserté la ferme Moreau. Jadis prospère, elle était désormais l'ombre d'elle-même, rongée par les dettes, les récoltes maigres et une concurrence implacable. Étienne, pourtant, s'était obstiné. Il n'avait jamais cessé de croire qu'un jour les choses s'arrangeraient, que la terre qui avait nourri des générations de Moreau saurait lui rendre son amour et ses sacrifices. Mais ce soir-là, pour la première fois, il sentait la résignation poindre dans son cœur. La dernière récolte approchait et tout reposait sur elle. S'il échouait à amasser assez d'argent pour rembourser ses créanciers, la banque saisirait la propriété. Il avait calculé et recalculé chaque coût, chaque potentiel revenu, chaque gramme de blé et chaque baril de pommes de terre. Même dans le meilleur des cas, la marge était mince, presque inexistante. Il avait vendu son vieux tracteur pour acheter des semences, réparer à la main les clôtures brisées, négocier des acomptes avec ses fournisseurs. Rien n'avait été laissé au hasard, et pourtant, il savait que le hasard, justement, jouerait un rôle décisif. Étienne poussa la lourde porte de bois grinçante sur ses gonds rouillés. À l'intérieur, l'air était frais, imprégné d'odeurs de bois humide, de laine vieillie et de cendres froides. Il déposa son sac, accrocha son chapeau à un clou et s'effondra sur la vieille chaise devant la cheminée éteinte. Le silence. Seul le tic-tac de l'horloge murale et les craquements du bois se faisaient entendre, une symphonie triste pour accompagner sa solitude. Il tira de sa poche une lettre froissée, l'ultimatum de la banque reçu ce matin même. 3 mois. Il avait 3 mois pour régler ses dettes, sans quoi la ferme serait vendue aux enchères. Ses doigts, calleux et salis par des années de travail, tremblaient légèrement alors qu'il relisait les mots imprimés froidement. Une colère sourde monta en lui, non dirigée contre quelqu'un en particulier, mais contre une succession d'injustices silencieuses. Les intempéries, les mauvaises récoltes, la chute des prix, l'indifférence des acheteurs. En passant dans la cuisine pour se verser un peu d'eau, il croisa son reflet dans le carreau de la fenêtre. Il vit un homme dans la quarantaine, les traits tirés, les cheveux prématurément grisonnants, le regard durci par l'effort. Où était passé le jeune rêveur qui avait promis à son père de garder la ferme florissante? Étienne se détourna du reflet avec amertume. Le lendemain, dès l'aube, il serait à pied d'œuvre. Chaque jour compterait. Chaque graine plantée, chaque heure de labeur, chaque goutte de sueur serait son dernier pari pour sauver son monde. Et pourtant, malgré la détermination qu'il tentait de raviver en lui, une part de son âme murmurait que l'issue était presque inévitable. Ce soir-là, seul dans la vieille maison grinçante, Étienne prit une décision qu'il n'aurait jamais cru possible. S'il échouait, il quitterait la terre de ses ancêtres. Il partirait loin, recommencerait ailleurs, loin de ses souvenirs trop lourds, de ses espoirs écrasés. Mais jusqu'à ce jour-là, il lutterait de toutes ses forces. Non pour l'argent, non pour l'orgueil, mais pour l'amour silencieux qu'il portait à chaque pierre, chaque arbre, chaque brin d'herbe de sa terre natale, sans savoir que, bientôt, une rencontre inattendue viendrait changer à jamais le cours de son destin. La nuit était tombée comme une chape sombre sur la campagne normande, enveloppant les champs déserts d'une brume légère. Étienne, après une journée éreintante à inspecter les clôtures et à vérifier ses maigres cultures, s'était installé près de la cheminée où quelques bûches craquaient paresseusement. Le tic-tac de l'horloge semblait rythmer ses pensées, lourdes et inquiètes, quand soudain un bruit sec retentit à la porte. D'abord, il crut avoir rêvé. Ici, personne ne venait à l'improviste, surtout à une heure aussi tardive. Mais le coup se répéta, cette fois plus ferme, presque suppliant. Le cœur battant, Étienne se leva saisissant au passage un vieux tisonnier par réflexe. Lorsqu'il ouvrit la porte, la lumière vacillante de la lampe révéla une scène,
qui le laissa interdit. Devant lui se tenait une jeune femme, grelottante sous un manteau usé, tenant par la main 2 enfants serrés contre elle. Le garçon, qui devait avoir une dizaine d'années, fixait Étienne avec un regard à la fois fier et méfiant. La fillette, plus jeune, cachait son visage dans la jupe de sa mère. Tous 3 étaient trempés par une pluie fine et glaciale, et leurs traits trahissaient la fatigue, la faim, et une forme de détresse silencieuse qui ne pouvait être feinte. « Bonsoir, je suis désolé de vous déranger si tard », balbutia la femme d'une voix rauque. « Je m'appelle Claire Dubois. Ce sont mes enfants, Hugo et Camille. Nous cherchons juste un abri pour la nuit. Nous n'avons nulle part où aller. » Étienne resta un instant immobile, partagé entre la prudence naturelle qu'impose la solitude et une impulsion plus profonde, celle de ne pas fermer sa porte à ceux que la vie avait déjà assez maltraités. Il détailla les traits tirés de Claire, les joues creuses des enfants, et sentit une vieille compassion, usée mais intacte, s'éveiller en lui. Sans un mot, il s'écarta pour les laisser entrer. Claire hésita une seconde, comme si elle redoutait un piège, puis, voyant la main qu'Étienne maintenait ouverte en signe d'accueil, franchit le seuil avec ses enfants. La chaleur relative de l'intérieur fit aussitôt perler la buée sur leurs vêtements trempés. Étienne referma la porte derrière eux et posa le tisonnier discrètement. « Vous pouvez vous asseoir près du feu. Prenez vos aises, dit-il, d'une voix plus bourrue qu'il ne l'aurait voulu. Claire hocha la tête avec reconnaissance et guida les enfants vers l'âtre. Étienne, un peu maladroit, s'empressa d'ajouter quelques bûches pour raviver les flammes. Quelques minutes passèrent dans un silence pesant, brisé seulement par le crépitement du bois et les soupirs discrets des enfants qui commençaient à se réchauffer. Finalement, Claire prit la parole, hésitante. « Nous venons de Rouen. J'ai perdu mon emploi il y a quelques mois. Nous avons tout vendu pour survivre, mais... » Elle baissa les yeux, incapable de terminer sa phrase. Étienne n'avait pas besoin d'entendre la suite. La pauvreté, il la connaissait trop bien. Le désespoir, il le lisait dans chaque geste de la jeune femme. « Vous pouvez rester ici pour la nuit, » déclara-t-il brusquement, presque gêné de son élan. « Ce n'est pas grand-chose, mais il y a une chambre libre. » Claire leva vers lui un regard embué de larmes, qu'elle essaya de cacher derrière un sourire tremblant. Hugo se redressa, comme prêt à protéger sa mère, mais Étienne lui adressa un hochement de tête solennel, une promesse tacite de « respect ». Il alla chercher des draps propres, des serviettes et quelques vêtements secs qui pourraient convenir. Pendant ce temps, Claire aida les enfants à enlever leurs habits trempés et à s'installer autour du feu. La scène avait quelque chose d'irréel pour Étienne, habitué à la solitude et au silence. Quand tout fut prêt, il guida la petite famille jusqu'à une chambre attenante, autrefois celle de son frère disparu, laissée presque intacte. Claire remercia d'une voix cassée, tenant Camille contre elle, tandis que Hugo inspectait la pièce d'un regard méfiant mais émerveillé. De retour seul dans sa cuisine, Étienne s'appuya contre l'évier, le regard perdu dans le noir. Avait-il bien fait? Il avait à peine de quoi subvenir à ses propres besoins. Comment pourrait-il aider ces 3 âmes perdues? Et pourtant, une chaleur étrange, presque oubliée, palpitait en lui. Comme si, malgré les circonstances, sa vieille maison avait retrouvé un semblant de vie. Cette nuit-là, alors que le vent continuait de souffler dehors, Étienne dormit mieux qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. Quelque chose avait changé. Quelque chose ou quelqu'un venait peut-être de rallumer une flamme qu'il croyait à jamais éteinte. Le matin se leva sur la ferme Moreau enveloppée d'une brume légère. Étienne ouvrit les yeux avec cette sensation rare d'avoir trouvé, ne serait-ce qu'un instant, un peu de paix. Il s'habilla rapidement et descendit à la cuisine, s'attendant à trouver la maison aussi silencieuse qu'à son habitude. Pourtant, une odeur différente flottait dans l'air, une senteur discrète de café fraîchement préparé, et il entendit des chuchotements étouffés venant de la pièce principale. Surpris, il découvrit Claire affairée près du vieux poêle, surveillant une casserole d'eau bouillante, tandis que Hugo tentait maladroitement de mettre la table avec une application sérieuse. Camille, quant à elle, s'était installée, au pied de la cheminée, dessinant sur une vieille feuille de papier trouvée quelque part. L'image de cette petite scène, aussi simple soit-elle, serra le cœur d'Étienne. Sa maison, si longtemps figée dans l'inertie, respirait de nouveau. Claire, en le voyant, s'interrompit, légèrement gênée. « Je me suis permis de préparer un peu de café. Vous aviez tout ce qu'il fallait, alors ?» balbutia-t-elle. Étienne hocha la tête,
incapable de formuler une réponse immédiate. Ce simple geste, pourtant anodin, était un rappel puissant que la solitude ne lui avait pas seulement volé ses terres, mais aussi l'habitude de partager. Les jours suivants, sans qu'aucun mot formel ne soit échangé, une sorte d'entente tacite se noua entre eux. Claire s'occupait du ménage et des repas, Hugo, curieux et débrouillard, suivait Étienne dans les champs, observant, posant 1000 questions sur les outils, les plantations, les bêtes. Camille, discrète mais vive, passait ses journées entre la cuisine et le potager, s'extasiant devant chaque légume arraché à la terre. Peu à peu, Étienne remarqua des détails qui lui avaient échappé depuis des années. La porte du poulailler, autrefois bancale, avait été réparée avec quelques planches retrouvées dans le grenier. Les outils, toujours éparpillés, ça et là, étaient désormais soigneusement rangés après chaque utilisation. Même l'étable, qui sentait d'habitude la paille pourrie, semblait respirer un peu mieux depuis que Claire avait aéré et nettoyé l'endroit. Un après-midi, alors qu'il rentrait du champ, Étienne s'arrêta au seuil du hangar. Devant, lui aligné avec un soin inattendu, se trouvaient ses vieilles brouettes, ses pelles et ses bêches, toutes nettoyées et réparées dans la mesure du possible. Hugo, armé d'une lime et d'une patience admirable, tentait de redonner un semblant d'efficacité à une faucille rouillée. On pensait que si tout était en meilleur état, ce serait plus facile pour travailler, lança Hugo sans lever les yeux. Étienne sentit une chaleur muette l'envahir, une reconnaissance qu'il n'osa pas exprimer de peur de briser ce fragile équilibre. Pour la première fois depuis des mois, Étienne ne se sentit plus seul dans son combat contre la terre ingrate. Une dynamique s'était installée, subtile mais puissante. Chacun trouvait naturellement sa place, comme si la ferme elle-même reprenait vie sous l'impulsion discrète de cette petite famille en exil. Un soir, alors que la nuit tombait et que la brume s'étendait sur les champs, Étienne s'arrêta devant la maison, les bras croisés sur sa poitrine. À travers la fenêtre, il voyait Claire, Hugo et Camille installés autour de la vieille table, partageant un repas frugal mais animé. Un sourire discret naquit sur ses lèvres. Il avait ouvert sa porte à des inconnus, mais, sans le savoir, il avait aussi ouvert son cœur à quelque chose de bien plus grand, l'espoir. L'aube se leva sur un ciel pâle et silencieux. Étienne, les épaules déjà lourdes de la journée à venir, savourait un rare moment de tranquillité, assis sur le perron avec une tasse de café entre les mains. À l'intérieur, il entendait Claire préparer les enfants pour leurs petites tâches quotidiennes, un rituel nouveau qui s'était installé naturellement au sein de la ferme. Alors qu'il méditait sur cette étrange et douce routine, un bruit de moteur brisa le silence matinal. Une vieille camionnette, couverte de boue et de poussière, s'arrêta devant la ferme. Étienne reconnut immédiatement le logo effacé sur la portière. C'était celle de Jean-Baptiste Renaud, un fournisseur de semences et de matériel agricole qu'il connaissait depuis son enfance. Jean-Baptiste descendit précipitamment du véhicule, une enveloppe froissée à la main. Son visage buriné par le vent portait une expression grave qui fit aussitôt monter l'inquiétude en Étienne. « Étienne, il faut que tu viennes. Aujourd'hui. » Sa voix était tachée, lourde de sous-entendus. Une opportunité rare. Une cargaison de semences de première qualité vient d'arriver par erreur à Caen. Ils cherchent à s'en débarrasser rapidement, à prix dérisoire. Mais il faut être là en personne pour récupérer et signer les papiers. Étienne sentit son cœur s'emballer. C'était peut-être sa dernière chance de relancer correctement ses cultures, d'assurer une récolte capable de sauver la ferme. Mais partir signifiait laisser la propriété sans surveillance pendant au moins 2 jours, le temps d'aller et revenir de Caen, de négocier, de charger les sacs. Étienne baissa les yeux vers la terre sèche sous ses bottes, hésitant. « Si tu n'y vas pas maintenant, c'est perdu », ajouta Jean-Baptiste avant de remonter dans son véhicule, laissant derrière lui l'odeur âcre du gasoil. Le fermier resta un long moment debout, à fixer la poussière retombant lentement. Il savait qu'il n'avait pas le choix. Il retourna dans la maison, où Claire étendait du linge près du feu. En le voyant entrer avec cette expression fermée, elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Je dois partir », dit-il simplement. « Une affaire urgente. Je serai absent 2 ou 3 jours. » Claire hocha la tête, grave, mais sans poser de questions. Étienne hésita un instant, cherchant les mots pour exprimer ses craintes, mais en voyant Hugo ramasser un seau avec assurance, Camille enfilait ses bottes en caoutchouc avec détermination, et Claire resserrait son châle autour de ses épaules avec calme,
il sentit une confiance nouvelle naître en lui. « Prenez soin de la maison. Faites juste attention aux clôtures et aux animaux. » ajouta-t-il maladroitement. « Nous nous en occuperons, » répondit Claire avec un sourire pâle mais ferme. Avant de partir, Étienne prit soin de leur montrer les recoins les plus importants, le puits où puiser l'eau, le stock de fourrage. Dans la grange, les réserves de graines précieuses cachées dans une armoire verrouillée par une simple clé. À chaque explication, Claire et Hugo écoutaient attentivement, posant des questions pertinentes, notant mentalement chaque instruction. Finalement, après avoir tout vérifié, Étienne monta dans sa vieille camionnette, le cœur serré. Il jeta un dernier regard vers la maison. Claire faisait signe de la main. Hugo se tenait droit et Camille, à moitié cachée derrière sa mère, agitait un mouchoir blanc. Il s'éloigna sur la route cahoteuse, emportant avec lui un poids d'inquiétude et une étincelle d'espoir. Il ne pouvait pas savoir que, durant son absence, quelque chose d'inattendu germerait à la ferme Moreau, bien plus précieux que toutes les semences du monde. Le premier jour après le départ d'Étienne, la ferme sembla retomber dans un calme presque irréel. Claire, Hugo et Camille s'étaient levés de bonne heure, décidés à ne pas laisser la maison s'assoupir dans l'absence de son propriétaire. Après un petit déjeuner frugal, ils s'attelèrent chacun à leur tâche, mais bientôt un plan plus vaste se dessina entre eux, mus par un mélange de gratitude et de désir de rendre à Étienne ce qu'il leur avait offert sans rien attendre. En retour, le soleil venait à peine de percer la brume matinale que Claire rassembla les enfants près du vieux puits. D'une voix basse, presque conspiratrice, elle leur parla de son idée. Redonner vie à la terre abandonnée avant qu'Étienne ne revienne. Ses connaissances en jardinage, acquises auprès de son propre père fermier, pourraient être mises à profit. Hugo, dont l'esprit débordait de curiosité et d'énergie, se montra tout de suite enthousiaste. Camille, plus discrète, hocha timidement la tête, déjà prête à aider de ses petites mains agiles. Toute la journée, une activité fébrile s'empara de la ferme. Claire passa des heures à inspecter les champs laissés en jachère, identifiant les zones encore fertiles, les coins où la terre semblait prête à recevoir des graines. Pendant ce temps, Hugo explorait le hangar, dénichant des outils oubliés, des sacs de semences précieuses et même des morceaux de tuyaux usés qu'il rêvait déjà de transformer en un système d'irrigation rudimentaire. Camille, sous la supervision de sa mère, commença à débarrasser les parcelles envahies par les mauvaises herbes, arrachant patiemment racine après racine, sa petite silhouette se déplaçant lentement dans l'immensité des champs. Mais malgré leur enthousiasme, Claire veillait à ce que leur activité ne paraisse pas trop visible. Chaque soir, elle insistait pour ranger les outils, balayer les traces de leur labeur improvisé et garder leur progrès partiellement dissimulé. Non par peur qu'Étienne désapprouve, mais par envie de lui offrir une véritable surprise, un geste silencieux de reconnaissance pour sa générosité. Cependant, même en essayant de se faire discret, il était inévitable que quelques signes de leur agitation apparaissent. À son départ précipité, Étienne, malgré sa fatigue, avait noté des chuchotements inhabituels, des regards échangés entre Claire et Hugo, des allées et venues inhabituelles près des granges et du potager. Mais son esprit préoccupé par le voyage avait repoussé toute suspicion, préférant croire que ses hôtes s'adaptaient simplement à leur nouvel environnement. Pendant ces journées, un esprit de camaraderie soudait davantage Claire et ses enfants. Hugo s'échinait à redresser une vieille clôture de bois, jurant parfois à voix basse en tentant de caler les planches branlantes. Claire, les manches retroussées, semait en silence de petites lignes droites de légumes, suivant des gestes hérités d'une vie ancienne, presque oubliée. Camille, armée d'un arrosoir cabossé, suivait chacun avec son sérieux d'enfant, distribuant précieusement l'eau puisée au puits. À la tombée du deuxième jour, un petit miracle avait déjà pris forme. Le potager, autrefois noyé sous les ronces, montrait de fines lignes vertes où les graines avaient été déposées. Les champs arides, bien que loin d'être restaurés, semblaient moins hostiles, griffés de sillons frais et de petites buttes soigneusement alignées. Dans la douce lumière du soir, Claire s'arrêta un instant pour contempler leur œuvre. Elle essuya ses mains pleines de terre sur son tablier et regarda ses enfants avec fierté. Malgré la fatigue visible sur leurs visages, leurs yeux brillaient d'un éclat rare, celui de ceux qui bâtissent, même modestement, quelque chose de neuf. « Il ne faut pas s'arrêter », souffla-t-elle à Hugo, qui hochait déjà la tête avec détermination. «
Il faut que tout soit prêt quand il reviendra. La nuit tomba lentement, enveloppant la ferme d'une paix nouvelle. Dans la maison, chacun dormit d'un sommeil lourd, bercé par l'épuisement mais aussi par la satisfaction secrète d'avoir contribué, même modestement, à raviver une terre presque morte. Sans le savoir, Claire, Hugo et Camille tissaient un fil invisible, une promesse silencieuse que, quoi qu'il arrive, ils ne laisseraient pas cette ferme, ni son propriétaire, sombrer sans lutter. Le troisième jour, dès les premières lueurs de l'aube, un bruit familier fendit le calme de la campagne, le vrombissement capricieux du vieux moteur de la camionnette d'Étienne. La poussière soulevée par les roues semblait annoncer son retour comme un signal discret mais irréfutable. Il n'avait pas prévu de revenir aussitôt, mais l'affaire à Caen s'était conclue plus rapidement qu'espéré. Il avait réussi à sécuriser les semences à un prix défiant toute concurrence, mais son esprit, malgré cette victoire, n'avait cessé de vagabonder vers sa ferme, inquiet de ce qu'il retrouverait en son absence. Alors qu'il franchissait le portail de bois, grinçant, ses yeux fatigués balayèrent instinctivement l'horizon. Quelque chose pourtant l'arrêta net. Le chemin, autrefois envahi de mauvaises herbes, semblait avoir été dégagé. Le vieux potager sur sa droite, qu'il avait laissé moribond, portait des marques fraîches de plantation. Même le champ, au loin, montrait des traces de labour récent. Étienne plissa les yeux, persuadé que la fatigue lui jouait des tours. Il arrêta son véhicule devant la maison et descendit lentement, la main encore crispée sur la portière. Le silence qui régnait n'était pas celui de l'abandon, mais plutôt d'une attente discrète, presque solennelle. Sur le perron, Claire apparut, les mains jointes devant elle, un sourire timide flottant sur ses lèvres. Derrière elle, Hugo et Camille se tenaient droits, le visage maculé de poussière, mais les yeux brillants d'excitation retenus. Étienne ne sut d'abord quoi dire. Son regard glissa sur chaque détail nouveau, les outils rangés soigneusement contre la grange, les traces fraîches de terre retournées, le potager ordonné avec un soin presque professionnel. Il fit quelques pas, ses bottes crissant doucement sur le sol durci, puis d'un geste lent, il s'agenouilla au bord du potager. Ses doigts, calleux, plongèrent dans la terre encore humide. Il sentit la vie renaître sous ses paumes, une vie qu'il croyait éteinte depuis des mois. Des jeunes pousses vertes pointaient timidement sous la couche de terre, signe prometteur d'une récolte à venir. L'émotion le saisit brutalement. Un poids invisible, tissé d'années de lutte solitaire, de découragement silencieux et de défaites amères, sembla se détacher de ses épaules. Étienne laissa échapper un souffle tremblant, et, incapable de contenir davantage ce qu'il ressentait, il se laissa tomber à genoux, le front courbé, les larmes coulant silencieusement sur ses joues tannées par le vent et le soleil. Claire s'approcha doucement, posant une main légère sur son épaule. Aucun mot ne fut échangé. Il n'en fallait pas. Tout était là, dans ce geste simple, dans cette présence discrète, mais indéfectible. Hugo et Camille, d'abord hésitants, vinrent à leur tour s'agenouiller près de lui. Hugo tendit maladroitement une petite plante fraîchement arrachée, racines nues et encore pleines de terre. Étienne prit le présent dans ses mains tremblantes, l'examina comme un trésor. « Ah, c'est nous qui avons fait ça !» souffla Camille d'une voix presque inaudible, les yeux écarquillés par l'importance du moment. Étienne releva lentement la tête, croisant leurs regards. Il comprit, sans besoin d'explication, l'effort immense, l'amour silencieux et la foi fragile qu'ils avaient semé ensemble dans cette terre qui n'attendait qu'une main tendue pour renaître. Dans ce silence chargé de promesses, Étienne sentit un changement profond s'opérer en lui. La ferme Moreau n'était plus un champ de ruines à défendre seul contre l'oubli. Elle devenait un lieu de renaissance, porté par des âmes venues, à lui sans bruit mais avec une force que rien ne semblait pouvoir éteindre. Ce jour-là, alors que les premières gouttes de pluie venaient en bénir la terre retournée, Étienne sut qu'il n'était plus seul. Le lendemain de son retour, Étienne se leva avant même que l'aube n'ait dissipé la brume pesante sur les champs. Il s'habilla en silence, l'esprit encore chamboulé par l'émotion de la veille, et sortit à l'extérieur. Le froid mordant du matin s'infiltra sous sa veste usée, mais il n'y prêta guère attention. Ce qu'il voulait, c'était voir de ses propres yeux si tout ce qu'il avait entrevu n'était pas un rêve de fatigue ou un mirage né du désespoir. En avançant lentement vers les champs, il découvrit un spectacle qui dépassa tout ce qu'il aurait pu imaginer. Sous les premières lueurs rosées du ciel,
La terre autrefois stérile s'animait de signes discrets mais indiscutables de vie. De longues rangées bien alignées s'étendaient devant lui, marquées par de jeunes pousses qui perçaient fièrement la surface. Chaque parcelle semblait avoir été travaillée avec un soin méticuleux. La terre était aérée, débarrassée des cailloux, les sillons rectilignes trahissaient des mains patientes et précautionneuses. Au bord du potager, un petit système d'irrigation improvisée captait immédiatement l'attention. De vieux tuyaux rouillés, connectés de manière ingénieuse à des seaux et à une pompe manuelle, distribuaient l'eau avec une efficacité surprenante. Étienne s'approcha, examina les raccords faits de ficelles et de bouts de métal. Il comprit immédiatement que ce n'était pas l'œuvre d'un adulte expérimenté, mais celle d'un esprit jeune, débrouillard, inventif, Hugo. Non loin, quelques arbustes fruitiers qu'il croyait morts avaient été taillés, redressés et attachés avec des morceaux de tissu arrachés à de vieux vêtements. De petites boutures, soigneusement plantées dans des pots de fortune, des boîtes de conserve rouillées, des seaux fissurés, ornaient l'entrée du hangar, signe évident que Camille, avec ses mains délicates, avait œuvré là avec patience. Claire, elle, semblait avoir supervisé l'ensemble avec une précision discrète. Chaque zone montrait une organisation nouvelle, une logique qui échappait à la simple improvisation. Les légumes rapides à pousser étaient groupés ensemble, les plantes nécessitant plus de soleil soigneusement orientées vers le sud, et les outils nettoyés attendaient à leur prochaine utilisation, accrochés dans l'ombre des hangars. Debout au milieu de ce champ renaissant, Étienne sentit une émotion douce l'envahir, différente de la détresse brutale qui l'avait submergé la veille. C'était une joie calme, profonde, celle qui vient de la reconnaissance silencieuse du miracle du travail commun. Claire le rejoignit peu après, essuyant ses mains terreuses sur son tablier. Elle n'avait pas besoin de parler. À travers son sourire discret, ses gestes précis, Étienne comprit l'ampleur de leur engagement. Il n'avait pas seulement entretenu la ferme en son absence, il l'avait réveillée d'un sommeil de mort. « Nous avons utilisé les graines que vous aviez mises de côté », dit Claire enfin, rompant le silence d'une voix hésitante. « Et quelques idées à nous, j'espère que cela vous va. » Étienne secoua la tête, incapable de trouver les mots justes pour exprimer ce qu'il ressentait. Il s'accroupit, prit une poignée de terre entre ses doigts, la laissa glisser lentement. Il se redressa enfin, regarda Claire droit dans les yeux et articula simplement « C'est magnifique. Merci. » À cet instant, Hugo surgit du hangar, brandissant fièrement une sorte de chariot bricolé à partir de roues dépareillées et de planches clouées grossièrement. Il l'avait conçu pour transporter les sacs de semences plus facilement dans les champs. Camille, de son côté, arriva en courant, un bouquet de jeunes pousses à la main, qu'elle tendit solennellement à Étienne comme une offrande. Le fermier, ému, accepta le bouquet avec un sourire éclatant qu'il ne s'était pas permis depuis des années. Il comprit alors que cette ferme, qui avait été pour lui un fardeau solitaire, devenait entre leurs mains un projet vivant, vibrant, bâti sur l'entraide, l'intelligence et l'amour silencieux de la terre. Alors que le soleil montait lentement dans le ciel, dissipant les dernières brumes, Étienne, Claire, Hugo et Camille se mirent au travail, côte à côte, unis par un lien invisible mais indestructible. Ensemble, ils ne voyaient plus la ruine. D'autrefois, mais un avenir possible, tangible, presque à portée de main. La ferme Moreau que beaucoup considéraient comme condamnée renaissait sous leurs yeux, portée par une force que ni la misère ni l'abandon n'avaient réussi à éteindre. Les jours qui suivirent furent empreints d'une énergie nouvelle à la ferme Moreau. Dès l'aube, la petite famille et Étienne travaillaient côte à côte, entretenant les semences déjà plantées, étendant les sillons, consolidant les structures improvisées qui soutenaient cette fragile renaissance. Sous leurs efforts, combinés, la ferme respirait enfin, vibrante d'une activité que les saisons précédentes n'avaient pas su raviver. Un soir, alors que le crépuscule teintait le ciel de nuances pourpres et que la brume s'étirait paresseusement sur les champs, Étienne et Claire restèrent assis sur le perron, observant les enfants courir entre les rangées de légumes, en riant aux éclats. Il y avait dans l'air une légèreté oubliée, comme une vieille chanson qu'on croyait perdue. Étienne, les bras croisés, se surprit à sourire sans retenue, une habitude qu'il croyait à jamais enterrée sous les années de labeur solitaire. Le silence confortable qui s'était installé entre eux fut rompu par Claire, dont la voix
douce et légèrement tremblante, trahissait une nervosité inhabituelle. « Étienne, commença-t-elle, hésitante, il y a quelque chose que je dois vous dire. » Il tourna la tête vers elle, intrigué. Claire jouait machinalement avec l'ourlet de son tablier, le regard baissé vers ses mains. « Je ne voulais pas imposer quoi que ce soit en arrivant ici. Vous aviez déjà tellement fait pour nous sans poser de questions. Mais je ne pouvais pas rester sans rien faire en voyant l'état des champs. » Elle leva enfin les yeux vers lui, des yeux brillants, non de larmes, mais d'une émotion contenue. « Mon père était fermier, comme vous. Quand j'étais enfant, il m'emmenait avec lui dans les champs, m'apprenait à reconnaître la bonne terre, à planter au bon moment, à soigner les cultures comme on soigne un enfant malade. Quand tout a basculé pour nous, quand j'ai perdu mon emploi, mes souvenirs de cette vie-là sont revenus. C'est tout ce que je pouvais offrir, ici. Un peu de ce savoir, un peu d'aide. » Étienne resta silencieux un moment, absorbant ses paroles avec une attention muette. Il comprenait, plus qu'il ne pouvait l'exprimer, ce que signifiait transmettre l'amour de la terre, ce que cela coûtait aussi d'admettre que l'on possédait encore quelque chose à donner, même après tout avoir perdu. Claire poursuivit, d'une voix plus assurée. « J'ai enseigné à Hugo et Camille tout ce que je savais. Ils sont si rapides à apprendre, si désireux de bien faire. Nous voulions que vous voyiez que vous n'étiez pas seul dans ce combat, que cette ferme, si elle est prête à renaître, c'est aussi parce que vous avez tendu la main à des étrangers sans rien attendre en retour. » Étienne sentit sa gorge se serrer. Il n'aurait jamais imaginé que son geste spontané d'hospitalité puisse engendrer une telle dévotion, un tel engagement. Loin d'être un simple remerciement, ce qu'ils avaient accompli ensemble était un acte d'amour, silencieux mais inébranlable. Sans trouver les mots, il posa sa main sur l'avant-bras de Claire, un contact bref mais chargé de reconnaissance. Ce geste, plus que toute réponse verbale, scella une complicité nouvelle entre eux. À cet instant, Hugo arriva en courant, brandissant un étrange assemblage de bois et de cordes. « Regardez !» s'écria-t-il, fier comme un coq. « C'est pour transporter plus d'eau en une fois !» Étienne éclata d'un rire franc, un son clair et chaleureux qui sembla illuminer la soirée naissante. Claire riait aussi, et Camille, sautant de joie, tira sa mère par la main pour l'entraîner vers leur dernière invention. Ce soir-là, autour d'un repas simple partagé sous les étoiles, Étienne ressentit plus que jamais que la ferme Moreau n'était plus seulement une terre à sauver. Elle devenait un foyer, une promesse d'avenir, portée par des mains qui, ensemble, sauraient de bâtir bien plus qu'une récolte, une véritable nouvelle vie. Dans le silence complice qui suivit, le repas, alors que les enfants s'endormaient blottis contre leur mère, Étienne leva les yeux vers le ciel constellé. Pour la première fois depuis longtemps, il remercia silencieusement la vie, non pour ce qu'elle avait pris, mais pour ce qu'elle avait fini par lui offrir. Le lendemain, à peine le soleil avait-il effleuré l'horizon que la ferme Moreau était déjà en effervescence. Hugo, emporté par l'élan des jours précédents, avait réveillé tout le monde aux premières lueurs, débordant d'une excitation presque contagieuse. Il avait une idée nouvelle, une de ces inventions folles dont il parlait parfois à voix basse avec sa sœur, mais cette fois, il était décidé à la réaliser. Sous le regard amusé d'Étienne, Hugo s'attela à transformer de vieux barils, rouillés, retrouvés derrière le hangar en réservoir d'eau de pluie. Avec un système de rigoles improvisé à partir de tôles ondulées et de vieilles gouttières déterrées, il installa un dispositif capable de canaliser l'eau directement vers les parcelles les plus assoiffées. Étienne, sceptique au début, dut reconnaître que l'idée était ingénieuse et surtout adaptée aux moyens dérisoires dont il disposait. Pendant que son frère s'affairait avec marteau et ficelle, Camille s'était donné pour mission de répertorier les différentes « zones de culture » à l'aide de morceaux de bois taillés grossièrement et peints avec de la boue mélangée à des pigments naturels. Elle créa des panneaux indiquant ce qui avait été semé – carottes, pommes de terre, salades. Chaque planchette, bien que modeste, offrait à la ferme une allure d'organisation nouvelle, presque professionnelle. Claire, quant à elle, n'était pas en reste. Observant les efforts de ses enfants, elle décida de remettre en état le vieux poulailler à l'abandon. Elle rafistola les clôtures, nettoya les perchoirs et prépara même quelques abris improvisés pour d'éventuels futurs pensionnaires. Étienne l'aida volontiers, retrouvant avec elle un rythme de travail naturel, fait de gestes précis et d'échanges sobres,
mais profondément complices. Au fil des heures, la ferme se transformait sous leurs mains agiles. Les outils que Hugo avait rafistolés retrouvaient une seconde jeunesse. Pelles renforcées par des pièces de métal, tordues, bêches affûtées à la main, brouettes consolidées par des planches de récupération. Chaque objet portait désormais la marque visible de l'ingéniosité et de la détermination. Étienne observait cette effervescence avec un mélange d'admiration et d'étonnement. Lui qui, depuis tant d'années, avait vu la ferme s'effondrer lentement sous le poids de l'usure et du découragement, assistait maintenant à une véritable métamorphose, non par des moyens coûteux ou des interventions spectaculaires, mais par la somme de 1000 petites actions, chacune empreinte d'amour et de foi en l'avenir. Un après-midi, alors qu'il faisait une pause sous le grand chêne qui dominait les champs, Hugo se tourna vers Étienne, les yeux pétillants d'idées. « J'ai pensé aussi à un moyen de mieux irriguer les rangées du fond, » dit-il, brandissant un croquis grossier dessiné sur un morceau de carton. « On pourrait creuser de petits canaux et utiliser la pente naturelle du terrain pour guider l'eau. Ça ne coûterait rien. » Étienne prit le carton entre ses mains calleuses, examinant les traits maladroits mais pleins de logique. Il leva les yeux vers le garçon, puis vers Claire, qui le regardait en silence, attendant son verdict. Il hocha lentement la tête, incapable de dissimuler son émotion. « C'est une excellente idée, Hugo, » dit-il simplement, sa voix légèrement rauque. Le soir venu, après une journée de travail harassante mais épanouissante, ils s'installèrent tous autour d'un feu improvisé dans la cour. Sous les étoiles, ils partagèrent un repas simple, fait de légumes fraîchement récoltés et de pain dur attendri à la chaleur des flammes. Ils riaient, évoquaient les projets à venir, échangèrent des idées comme autant de graines jetées dans la terre fertile de leur avenir commun. Étienne, adossé contre une vieille souche, regardait cette scène avec une tendresse qu'il n'aurait jamais cru pouvoir ressentir de nouveau. La ferme Moreau, jadis symbole de solitude et de déclin, devenait peu à peu le théâtre d'une véritable renaissance, portée par l'innocence inventive des enfants et la résilience silencieuse de Claire. Ce soir-là, Étienne comprit que l'avenir de sa terre ne reposerait plus uniquement sur ses épaules fatiguées. Désormais, il avait à ses côtés des alliés, des compagnons de fortune, une famille née non du sang, mais du travail partagé et de l'espoir retrouvé. Le mois de mai s'installa doucement sur la Normandie, baignant la ferme Moreau dans une lumière tiède et dorée. Le vent apportait avec lui l'odeur enivrante de la terre mouillée et des jeunes pousses, et chaque recoin du domaine semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Étienne, debout au milieu de son champ, la main en visière pour mieux voir sous le soleil éclatant, se sentait différent. Ce n'était pas seulement son regard qui avait changé, c'était son âme entière, légère comme elle ne l'avait plus été depuis des années. À ses côtés, Claire agenouillée ôtait les mauvaises herbes avec des gestes sûrs, tandis que Camille l'imitait maladroitement à quelques mètres. Plus loin, Hugo, torse nu sous la chaleur croissante, maniait avec ardeur la bêche pour creuser les canaux d'irrigation qu'il avait imaginés. La coordination naturelle de leurs efforts, la simplicité de leurs échanges et l'harmonie silencieuse qui régnait entre eux composaient une scène que même Étienne n'aurait su rêver. Ce matin-là, il décida que le temps était venu de passer à une nouvelle étape, replanter l'ensemble du grand champ. Il n'était plus question de survie précaire ou de tentatives désespérées, mais bien d'un véritable projet d'avenir. Étienne sortit les semences précieuses qu'il avait ramenées de Caen, du blé à haut rendement, des graines de tournesol robustes, des haricots résistants aux maladies. Claire, en découvrant ces trésors, eut un sourire rayonnant. « Avec ça, nous aurons une ferme digne de ce nom », murmura-t-elle. Ils établirent ensemble un plan de plantation précis. Étienne, fort de son expérience, traça les lignes principales à l'aide d'un soc rudimentaire. Claire et Hugo suivaient, semant soigneusement graine après graine, tandis que Camille, concentrée, recouvrait les sillons de terre meuble. Les jours suivants, la ferme résonna de l'écho, joyeux de leur travail commun. Hugo améliora son système d'irrigation, aidé par Étienne qui, à son propre étonnement, trouvait plaisir à discuter techniques et astuces avec le garçon. Claire réorganisa les dépendances, libérant de l'espace pour de futures réserves. Camille, elle, s'improvisa petite intendante, notant dans un carnet tout ce qui poussait, ce qu'il fallait surveiller, arroser ou protéger des oiseaux. Un après-midi, alors que la chaleur de midi ralentissait un peu leur rythme, Étienne s'assit à l'ombre du grand chêne et contempla les fruits de leurs efforts.
Les champs, autrefois marqués par l'abandon, scintillaient de jeunes pousses prometteuses. Les clôtures redressées, les outils réparés, les chemins dégagés, tout portait la marque visible d'une renaissance patiente et déterminée. Étienne repensa à tout ce qui les avait menés jusque-là, l'apparition soudaine de Claire et de ses enfants, leur détermination silencieuse, la manière dont ils avaient donné sans rien exiger, reconstruisant pierre par pierre ce qu'ils croyaient perdu. Il réalisa que cette transformation allait bien au-delà des terres. C'était lui-même qui renaissait, lentement, porté par l'amour discret mais puissant de cette nouvelle famille. Un soir, alors qu'il dînait sous la lumière vacillante, d'une lanterne suspendue à un crochet rouillé, Étienne prit la parole d'une voix douce, presque hésitante. « Je ne vous ai jamais remercié correctement, » dit-il, son regard embrassant tour à tour Claire, Hugo et Camille. « Vous avez redonné vie à cette terre, mais aussi à moi. Je ne l'oublierai jamais. » Claire répondit par un sourire simple, sans artifice, comme elle en avait l'habitude. Hugo bomba fièrement le torse, tandis que Camille, rougissante, baissa les yeux sur son assiette. Le silence qui suivit fut celui des grandes promesses silencieuses, celles qui n'ont pas besoin de serment pour être éternelles. À la lumière des étoiles, Étienne comprit que désormais il ne menait plus son combat seul. Il avait trouvé auprès de Claire, Hugo et Camille non seulement des compagnons de travail, mais des compagnons de vie. Ensemble, ils avaient planté bien plus que des graines. Ils avaient ensemé l'espoir dans une terre que beaucoup disaient stérile. Et cette fois, Étienne en était certain. La récolte serait belle. À mesure que le printemps avançait, la ferme Moreau se transforma en un véritable tableau vivant. Le blé ondulait doucement sous la brise. Les tournesols tournèrent leur corolle dorée vers le ciel et les rangées ordonnées de légumes exhalaient un parfum de promesse. Cette explosion de vie, aussi discrète fut-elle au début, n'échappa pas longtemps au regard curieux du voisinage. Tout d'abord, ce furent les voisins immédiats, les anciens amis et rivaux d'Étienne qui remarquèrent les changements. Monsieur Delacroix, le vieux fermier du hameau voisin, passa un jour à cheval devant les champs et ralentit ostensiblement. Lui qui avait souvent déclaré que la ferme Moreau était bonne à laisser à l'herbe et aux rats, resta bouche bée devant l'ordre nouveau, la vigueur des jeunes pousses, la vitalité évidente de la terre. Puis, la rumeur enfla, portée par les marchés de village et les rencontres fortuites. Rosal de Valogne, on chuchotait que la ferme Moreau, pourtant condamnée, renaissait miraculeusement. Certains prétendaient qu'Étienne avait reçu un héritage inattendu. D'autres juraient qu'il avait engagé des ouvriers venus d'ailleurs. Mais personne ne devinait la vérité simple. 3 étrangers, avec leurs seules mains, leur courage et leur cœur, avaient rendu la vie à cette terre abandonnée. Un matin, alors qu'Étienne réparait une barrière, une carriole bringue-ballante s'arrêta au bord du chemin. C'était Madame Lambert, la marchande de semences, accompagnée de son fils. Elle descendit prestement et aborda Étienne avec un sourire éblouissant. « On m'a dit que vos champs étaient à nouveau pleins de vie, » lança-t-elle. « Si vous avez besoin de semences supplémentaires ou de plants, je peux vous faire un bon prix. » Et elle baissa la voix en se penchant légèrement. « Si votre production tient ses promesses, je connais des acheteurs qui paieraient cher pour du blé et des légumes aussi sains. » Étienne, abasourdi, n'eut d'autre choix que d'accepter sa carte et de promettre d'y réfléchir. À peine, la carriole disparut dans la poussière qu'un autre visiteur apparut. Henri Giraud, propriétaire de la minoterie locale, venu lui aussi sonder la possibilité d'achat futur. Ces visites, d'abord sporadiques, se multiplièrent en quelques semaines. D'anciens amis, d'anciens créanciers même, frappaient à la porte, parfois par curiosité, souvent par intérêt. Tous voulaient voir de leurs propres yeux ce qui semblait être une sorte de miracle agricole. Chacun repartait impressionné, commentant à voix basse l'ordre méticuleux des cultures, l'inventivité des systèmes d'irrigation et la santé éclatante des jeunes plants. Un après-midi, alors qu'Étienne, Claire et les enfants s'attelaient à planter des herbes aromatiques dans un coin du potager, un groupe d'écoliers arriva en visite impromptue, mené par leur institutrice. Elle expliqua que la transformation de la ferme était devenue un sujet d'étude dans la petite école du village, un exemple vivant de persévérance et de travail communautaire. Camille, d'abord intimidée, guida fièrement quelques enfants à travers le potager, expliquant avec sérieux la différence entre la menthe et le basilic.
Hugo montra à d'autres son système d'irrigation bricolé, déclenchant des exclamations émerveillées. En observant cette scène, Étienne sentit une fierté silencieuse enfler en lui. Ce n'était plus seulement sa ferme, c'était un symbole pour toute la communauté. La preuve que, même dans les circonstances les plus désespérées, l'espoir pouvait renaître si on lui offrait de l'amour, du travail et un peu de foi. Le bouche à oreille finit par atteindre même les commerçants des villages alentours. Certains proposèrent d'acheter à l'avance des parts de la future récolte, garantissant ainsi un revenu immédiat à la ferme. D'autres offraient des PC, outils, des semences rares, des conseils. En quelques semaines, la ferme Moreau passa du statut de domaine moribond à celui de modèle de résilience. Une soirée, alors qu'ils étaient tous réunis autour du feu de camp désormais rituel, Étienne se leva et leva son verre en terre cuite. « À vous, Claire, Hugo, Camille. Sans vous, tout cela ne serait jamais arrivé. Vous avez transformé cette terre, et vous m'avez transformé moi-même. » Claire baissa modestement les yeux. Hugo leva fièrement son verre et Camille éclata d'un rire cristallin. La nuit, claire et douce, semblait écouter leur voix avec bienveillance. Ils ne le savaient pas encore, mais ce qu'ils avaient, bâti ensemble, dépassait de loin les limites de la ferme. Ils avaient semé des graines invisibles dans le cœur de ceux qui les entouraient, des graines de courage, d'entraide et de foi en l'impossible. L'été s'installa pleinement sur la Normandie, inondant les champs d'une lumière éclatante et d'une chaleur bienvenue. À la ferme Moreau, la terre rendait enfin tous les efforts consentis au fil des mois. Jour après jour, les pousses, fragiles, étaient devenues des plantes robustes, et les semences, semées avec foi et persévérance, avaient germé pour former un spectacle que même Étienne, dans ses rêves les plus obstinés, n'aurait jamais osé imaginer. Depuis le sommet de la colline qui surplombait le domaine, le paysage était transformé. Une mer dorée de blé ondulait sous la caresse du vent, ponctuée ici et là de taches éclatantes où les tournesols levaient leurs visages radieux vers le ciel. Les potagers débordaient de légumes, les rangées droites et colorées dessinaient des arabesques harmonieuses dans le grand champ rénové. Étienne se tenait debout au sommet de cette colline, Claire à ses côtés, Hugo et Camille courant devant eux dans les hautes herbes. Le fermier sentait son cœur battre au rythme de ce paysage vivant, de cette terre qu'il avait failli perdre et qui se dressait désormais avec fierté, preuve éclatante de leur victoire silencieuse contre le désespoir. La moisson approchait. Chaque jour, le soleil semblait grossir les épis de blé, mûrissant les fruits et les légumes dans un éclat de couleur chaude. Les premières récoltes du potager avaient été vendues avec succès au marché local, attirant même des acheteurs de villages voisins. Les commandes pour la future production de blé affluaient, assurant à la ferme des revenus suffisants pour couvrir les dettes qui, naguère, semblaient insurmontables. Mais au-delà de ces réussites matérielles, c'était un changement plus profond qui nourrissait la véritable transformation du domaine. Chaque recoin de la ferme portait désormais la marque indélébile de l'amour et du travail collectif. Les barrières redressées par Hugo, les herbes aromatiques plantées par Camille, les outils réparés par Claire, les champs labourés, ensemble au prix de milliers de gestes patients. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient à installer des filets pour protéger les fruits mûrs des oiseaux gourmands, Étienne s'arrêta, la main posée sur un piquet en bois, et observa Claire en train d'expliquer patiemment à Camille comment nouer correctement un filet. Hugo, non loin, bricolait encore une de ses inventions, cherchant à améliorer un système d'irrigation qu'il voulait rendre automatique à l'aide d'un vieux minuteur rouillé. Ce tableau, simple et lumineux, réchauffa le cœur d'Étienne, plus sûrement que la chaleur du soleil. Il comprit en cet instant que la véritable renaissance de la ferme Moreau n'était pas dans la seule réussite de ses cultures, mais dans cette vie qu'ils avaient recréée ensemble, dans cette famille qu'ils formaient désormais sans même avoir besoin d'en parler. La veille de la première grande récolte, ils organisèrent une fête improvisée. Autour d'une grande table dressée à même la cour, sous une guirlande de lampes fabriquées avec des bocaux de verre et des bougies, ils rassemblèrent quelques voisins venus en amis sincères. On mangea, on chanta, on rit longtemps dans la nuit douce. Étienne, assis à l'extrémité de la table, contemplait ses invités et ses compagnons de travail. Le sourire de Claire illuminé par les lanternes, les éclats de rire de Hugo qui mimait les mésaventures du champ, les yeux brillants de Camille
qui savourait sa première récolte comme un trésor inestimable. La fierté qu'il ressentait était différente de celle de ses ancêtres, celle née de la possession ou de la prospérité matérielle. C'était une fierté douce, profonde, issue du fait d'avoir bâti quelque chose qui, au-delà des pierres et des récoltes, appartenait au cœur. Dans le silence complice de cette nuit d'été, Étienne leva son verre vers les étoiles. « À cette terre, à la vie et à nous », murmura-t-il. Le lendemain, alors que les premières gerbes de blé furent coupées sous le ciel éclatant, un frisson de gratitude et de bonheur traversa Étienne. Son champ doré, né d'une terre que tout le monde disait morte, portait désormais les fruits d'un amour, d'une patience et d'une foi inébranlables. Ce n'était pas seulement une récolte qu'il célébrait, mais la preuve éclatante que même après les tempêtes, même après les abandons, la vie, lorsqu'elle est soignée avec tendresse, peut renaître plus belle encore que ce qu'on avait perdu. La moisson battait son plein sous le ciel éclatant de la fin de l'été. Le champ doré, autrefois symbole de désolation et de perte, s'était transformé en une mer vivante et vibrante, chaque gerbe de blé tombant sous la lame des faucilles comme une offrande, une récompense silencieuse pour tant d'efforts silencieux et de foi têtus. Depuis l'aube, Étienne, Claire, Hugo et Camille travaillaient côte à côte, leurs gestes rythmés par une énergie calme et sûre. Autour d'eux, des amis venus des hameaux voisins prêtaient main forte, coupant, liant, chargeant les bottes sur de vieilles charrettes grinçantes. Les rires, les appels joyeux et le chant des cigales formaient une musique simple et magnifique, un hommage spontané à la renaissance de la ferme. À midi, alors que le soleil brûlait au zénith, ils firent une pause sous l'ombre salvatrice du grand chêne. Sur une nappe étalée à même l'herbe, Claire avait disposé un repas rustique. Pain croustillant, fromages odorants, fruits juteux cueillis le matin même. Étienne, assis légèrement en retrait, observait la scène d'un regard attendri. Camille riait en courant autour du tronc, poursuivi par Hugo qui brandissait une botte de foin comme une arme ridicule. Claire, les mains posées sur ses genoux, regardait ses enfants avec un sourire doux, celui des âmes qui ont connu le pire, et savoure chaque instant de répit comme un trésor. Étienne sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Il détourna le regard vers les champs, ses champs, et fut submergé par une vague d'émotions qu'il ne chercha pas à contenir. Les larmes, d'abord timides, roulèrent librement sur ses joues burinées. Il ne pleurait pas de tristesse ni de fatigue, mais d'une gratitude pure et simple, celle qui naît lorsque l'on comprend d'un seul coup tout ce que l'on croyait perdu a été rendu autrement mieux, plus profondément. Il revit dans un éclair tout ce qui avait précédé cet instant, la solitude des longues nuits d'hiver, la peur muette de perdre la ferme, la douleur de voir la terre mourir sous ses yeux. Puis il vit Claire, frappant timidement à sa porte. Hugo et Camille, leurs regards pleins de défis et d'espoir, leurs petites mains transformant les champs, redonnant vie aux outils, construisant jour après jour une maison bien plus grande que 4 murs. Claire, s'apercevant de son trouble, s'approcha doucement. Elle s'accroupit près de lui sans rien dire, simplement présente, simplement là. Étienne leva vers elle un regard brillant et murmura d'une voix rauque « Merci ». Pas un merci ordinaire, mais un merci lourd de sens, chargé de toutes les peurs surmontées, de toute la tendresse refoulée, de toute la reconnaissance infinie envers ceux qui, sans rien promettre, avaient tout donné. Claire posa sa main sur la sienne, un geste silencieux qui disait plus que 1000 mots. « Nous sommes chez nous ici, Étienne », répondit-elle doucement, « grâce à vous. » À ces mots, Hugo et Camille vinrent se blottir contre eux, riant encore, ignorant l'ampleur de l'émotion qui les entourait, mais sentant instinctivement la force du lien qui les unissait désormais. L'après-midi reprit sous le signe de la fête. On reprit le travail avec ardeur, les bras et les cœurs allégés. La ferme Moreau n'était plus seulement sauvée, elle était devenue un sanctuaire, un foyer, un symbole vivant que la terre, comme les âmes, peut renaître quand on lui offre patience, travail et amour. Lorsque le soir tomba enfin, couvrant la campagne d'un voile doré, Étienne, assis sur le vieux perron, regardait Claire, Hugo et Camille jouer entre les gerbes de blé. Dans leur rire, dans la lumière qui caressait les champs moissonnés, il lisait la promesse silencieuse d'un avenir qu'il n'avait plus peur d'espérer. Le vent léger apporta jusqu'à lui l'écho de leur voix, et pour la première fois depuis bien longtemps, il se permit de rêver à demain, serein, entouré non d'illusions, mais de la richesse véritable, celle des cœurs qui savent aimer sans condition
et des mains qui savent bâtir même dans la poussière. Ce jour-là, en silence, Étienne jura de ne plus jamais oublier cette leçon précieuse. La véritable fortune ne se mesure ni en terre, ni en récolte, ni en or, mais dans les âmes qui choisissent de marcher à vos côtés lorsque tout semble perdu. Et sous les étoiles naissantes, il sut que sa ferme, sa maison, sa famille étaient désormais invincibles.